Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le podcast de Zélie, où vous découvrez des conversations avec des femmes inspirées et inspirantes. Zélie est quant à lui un magazine numérique, féminin et chrétien, que vous pouvez télécharger sur magazine-zélie.com. Dans le numéro de février 2024, nous parlons de cette relation si particulière qu'est celle des frères et sœurs d'une même fratrie, donc. Elle est souvent sous-estimée dans la construction de la personne, et pourtant, hormis pour les enfants uniques bien sûr, elle nous façonne depuis l'enfance et nous suit souvent toute la vie, plus longtemps que finalement la relation avec nos parents. Alors elle peut être aussi parfois complexe, voire très, très compliquée. Dans le dossier, nous avons notamment interviewé des frères et sœurs qui partagent une profonde complicité, donc Comé et Astrid qui ont fondé la Divine Box, ou encore Marthe et Marie qui sont des vraies jumelles qui se considèrent un peu comme des meilleures amies. Alors si ce thème vous parle, n'hésitez pas à aller voir le numéro de février 2024, le lien est dans la description du podcast. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de podcast, nous rencontrons Anne Moreau, diététicienne spécialisée en alimentation durable et psychonutritionniste. Elle nous dit que son but est d'aider les femmes à faire la paix avec la nourriture et à remettre du rayonnement et de l'harmonie dans leur vie. Anne, bonjour. Bonjour Solange. Pour commencer, quels étaient vos rêves de petite fille ? Alors j'ai deux choses qui me viennent en tête et en mémoire. La première, c'est le rêve d'un monde sans personne exclue. J'ai le souvenir de réagir très fortement quand on était sur la plage ou au restaurant et de voir des gens seuls et de se dire « mais maman, regarde, c'est pas juste, il est tout seul ». Donc d'être vraiment sensibilisée, voilà. Et la deuxième chose, c'est je crois que je rêvais de beau. Alors je sais pas quelle part je voulais prendre, mais en tout cas j'avais cette sensibilité esthétique et je me souviens passer des heures à créer ce qu'on appellerait aujourd'hui des carnets de tendance, où je découpais des choses dans la Redoute, dans les carnets, dans les magazines qui traînaient à la maison pour retenir ce que je trouvais beau, et j'en faisais des carnets de beau. Et donc voilà, un monde beau et sans personne sur le côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter à grands traits vos études et votre parcours professionnel ? Alors aujourd'hui j'ai 39 ans, j'ai été donc je suis née en Bretagne et après mon bac, je me suis orientée très spontanément vers des études de nutrition, donc je suis devenue à 19 ans diététicienne. Et puis, la réalité du métier de diététicienne, c'était soit de travailler à l'hôpital et je ne me sentais pas cette fibre-là, soit d'exercer en libéral, si je dis un petit peu les deux gros débouchés. Et à 19 ans, accompagner des personnes de tout âge sans avoir beaucoup soi-même d'expérience dans la vie me semblait un petit peu compliqué. Puis finalement, c'était pas ça mon appétit, mon goût du moment. En revanche, il y avait deux autres dimensions autour de l'alimentation en tant que diététicienne, jeune diplômée, qui m'intéressaient. C'était d'une part comment les marques et l'industrie agroalimentaire communiquent à ses consommateurs en matière de nutrition et d'alimentation, et d'autre part la dimension psychologique en lien avec l'alimentation. Et il se trouve que la suite de mon parcours professionnel m'a conduit à embrasser ces deux intuitions. Quand je regarde dans le rétroviseur, c'est assez édifiant et c'est un vrai cadeau d'avoir comme une sorte de claire vision de là où on pourrait contribuer. Donc j'ai rejoint une école de communication puis une école de commerce, ce qui m'a permis d'intégrer des groupes comme Danone, Le Sueur pour travailler sur des problématiques de nutrition autour des marques. Et puis en 2018, j'ai fait un virage en me disant, en fait, au fur et à mesure du fait que je progresse dans ces entreprises, avec une dimension de l'écologie qui a pris de plus en plus de place dans ces entreprises, dans les fonctions qui m'étaient confiées, d'ailleurs nutrition et écologie dans les groupes agro-industriels, j'avais un petit peu oublié mes patientes et tous les aspects psychologiques. Et en fait, en 2018, j'ai quitté mon poste et je me suis inscrite à un CAP cuisine et à un diplôme universitaire en psychologie pédagogie du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, j'ai deux activités. Je suis déléguée générale d'une fondation d'entreprise qui fait de la recherche sur les comportements alimentaires, 4 jours de ma semaine. Et le 5e jour de ma semaine, j'accueille des personnes qui sont atteintes de troubles des conduites alimentaires et je les aide à apaiser le lien avec l'assiette.
Et il m'arrive d'avoir encore un petit peu de temps et du coup, je m'engage sur les questions de la transition alimentaire puisque j'ai goûté dans mes postes et puis j'en avais l'intuition à cette unité à laquelle les chrétiens sont appelés à prendre soin de leur assiette, de leur santé et de l'écologie dans un même mouvement. Et donc, voilà, j'ai cette chance aussi d'avoir pu m'intéresser à cette dimension de l'alimentation saine et durable. Vous êtes l'auteur d'un manuel de cuisine saine et durable qui s'appelle Ma petite cuisine Laudato Si, paru en 2021 aux éditions CLD et vendu à plus de 4000 exemplaires. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre ? C'est une très jolie histoire. J'étais amie de l'association Lazare, donc c'est-à-dire que j'intervenais dans des soirées, je partageais des moments festifs et conviviaux à Paray-le-Monial, à Lourdes, à Fratello, à Rome, avec cette association qui me bouleversait et qui faisait écho à des maraudes que je faisais également dans mes quartiers. J'habitais à Paris à l'époque. Et en revenant de Fratello à Lourdes en 2020, je crois, je me trompe peut-être d'année, j'ai écrit à Pierre Durieux, qui est le délégué général de l'association Lazare, en disant, écoute, donc moi j'étais pas coloc Lazare, c'est-à-dire j'habitais pas en colocation avec des personnes qui ont connu des épisodes d'exclusion, mais j'étais vraiment très proche de cet asso, mais je connaissais pas personnellement Pierre à l'époque. Et je lui ai écrit en disant, je trouve son adresse, j'aimerais aller au-delà de la fraternité que je partage avec Lazare, en me servant de ce que je sais pour vous aider à mettre de l'écologie et de la nourriture saine dans vos colocations. Parce que de ce que j'en vois, vous êtes super fort sur toutes les questions d'écologie humaine, et en même temps, vous êtes dans des lieux de vie où on vit pas complètement à la façon Laudato Si. Et du coup, j'ai 3 propositions à vous faire. J'interviens dans des petites soirées, des petits topos où on fait des exercices pratiques de dégustation, de se dire finalement voilà d'éducation alimentaire. 2, on pourrait faire un petit carnet de recettes partagées entre toutes les différentes colocs. Et puis 3, je pourrais peut-être essayer avec mes contacts de négocier des volumes de vrac, de bio, pour que toutes vos colocs puissent être alimentées avec de bons produits. Et il m'a dit un grand oui aux 3. Et puis sur la proposition 2, il m'a dit c'est intéressant cette histoire de livre de recettes. Moi je pensais juste faire appel aux responsables des maisons et puis collecter tout ça. Il me dit mais en fait moi j'ai peut-être que je connais un éditeur qui pourrait nous aider sur ça. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. Et ça devait être un petit recueil de recettes. Et en fait c'est 60 recettes, 10 chapitres et presque 300 pages d'alimentation saine et durable qui est ma petite cuisine Laudato Si. Et donc c'est un projet qui a pris sa source finalement moi j'ai voulu me mettre au service de Lazare et puis finalement ça m'a conduit à écrire un ouvrage dont je partage mes droits d'auteur avec Lazare puisque en fait c'est partie intégrante complètement de l'histoire de cet ouvrage en fait. C'est moi qui l'ai écrit mais je l'ai fait grâce à l'association Lazare, j'en ai eu l'intuition et l'inspiration grâce à eux. Du coup, qu'est-ce que c'est rapidement une cuisine Laudato Si ? C'est une cuisine savoureuse déjà, bonne pour la santé, bonne pour la planète, sans dogmatisme. C'est-à-dire que mon envie, c'est d'essayer d'accompagner les personnes de bonne volonté qui en ont le désir à faire des choix éclairés, conscients, mais toujours en prenant soin de leur équilibre et de leur santé mentale. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est pas de dire c'est comme ça et pas autrement. Il y a des principes de réalité, il y a des moments de vie où on est maman de 4 enfants, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a peut-être pas beaucoup de ressources budgétaires, et donc d'ériger comme un dogme de manger bio, par exemple, ce serait pas tout à fait ajusté au sens d'une écologie intégrale qui est celle de Laudato Si. Donc l'idée, c'est, moi j'ai été très marquée par la lecture de Laudato Si, et j'ai vraiment comme traduit l'esprit de Laudato Si avec ma spécialité qui est l'alimentation et avec la double dimension de bon pour ma santé, bon pour la planète. Et donc au cours de ces 10 chapitres qui sont manger moins de viande, mieux et moins de viande, pourquoi pour la santé, pourquoi pour l'écologie et comment je m'y prends, hop, des recettes pour montrer
manger moins de produits laitiers, pourquoi pour la santé, pourquoi pour l'écologie, comment je m'y prends, manger bio, oui, non, manger local, oui, non, faire du zéro déchet, s'impliquer, s'engager dans une démarche zéro déchet, oui, non, désencombrer sa cuisine, oui, non, pourquoi, comment. Et donc ça se veut à chaque fois assez pratique. Et avec à chaque fois une mise, stimuler la motivation, l'appétence des gens pour se mettre en route grâce aux recettes qui sont quand même une des vraies valeurs ajoutées de cet ouvrage, puisqu'on a travaillé avec un super photographe en la personne de Fabrice Vegas. Et donc, du coup, ces recettes, elles sont à la fois des recettes du quotidien où il faut pas 50 ingrédients qu'on n'a pas sous la main. C'est des recettes qui prennent en général à peu près 20 minutes et qui sont pas complexes, qui ont vocation à donner envie de bien manger et de faire attention à ce qu'on met dans l'assiette, mais sans starification aucune, dans la réalité d'un quotidien bien incarné. Vous nous parliez en lien avec l'écologie de l'importance de l'apport en fer très important chez la femme. De quoi s'agit-il ? Et alors, la question de la viande, elle est souvent, quand on parle d'écologie et d'alimentation, elle est assez segmentante. En général, elle tend plus les hommes que les femmes. Il y a quand même une réalité qui est que les femmes ont souvent, au niveau sociologique, moins d'appétence, moins de goût. Alors, ça marche pas pour tout le monde, mais en tout cas pour les viandes rouges. Ce qui est bien dommage parce qu'une femme, puisqu'elle est au moment de l'adolescence, sa vie de femme va être vécue avec des cycles menstruels et donc des pertes de sang avec les menstruations, donc en fin de cycle, va être exposée à des anémies, donc des carences en fer. Et la meilleure source de fer dans l'alimentation, ce sont les abats et les viandes, et en particulier les viandes rouges. Donc, la question, quand on se parle de prendre soin de sa santé et de la planète, quand on est une femme, le fait de se dire « j'enlève la viande », qui n'est d'ailleurs pas particulièrement à mon goût, donc c'est pas forcément un effort très important. Enfin, c'est vraiment, je prends toutes les limites et j'espère ne heurter personne à l'écoute de ce podcast. En tous les cas, pose la question de l'apport en fer. L'idée, c'est toujours, en tant que moi, je suis diététicienne professionnelle de santé, j'ai pas envie d'exposer les personnes à des carences nutritionnelles. Donc la question du fer pour la santé féminine, elle est cruciale, et l'idée c'est vraiment de faire les choses avec conscience, avec douceur et sans dogmatisme, et peut-être que il s'agira moins de supprimer toutes les sources de protéines animales à travers les viandes que de choisir une consommation raisonnée et adaptée à ses besoins nutritionnels. Et quand on souhaite s'engager vers une alimentation végétarienne ou végétalienne sans aucun produit animal, alors bien consulter soit un nutritionniste ou une diététicienne qui va vous aider à vous orienter vers les bons compléments nutritionnels pour pallier ce déficit d'apport en fer qui reste très structurant chez la femme à tout âge et en particulier enceinte et allaitante. Nous allons consacrer d'ailleurs une partie des questions de ce podcast aux interrogations d'abonnés de Zélie, auxquelles nous avons demandé quelles questions elles aimeraient vous poser. Donc du coup, comme nous avons rassemblé les questions par thème, voilà, certaines questions sont de notre fait et d'autres des lectrices. Concernant les repas, est-ce que l'adage petit déjeuner comme un roi, déjeuner comme un prince, dîner comme un pauvre a du sens selon vous ? Alors je dirais oui et non. Parce que moi, vous allez voir tout au long de ce podcast, je vais essayer de m'appliquer à être le plus souple possible. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en pleine santé et qui ne vont jamais avoir faim le matin et qui ne vont pas apprécier prendre des petits déjeuners. Et il y a des différentes familles de diététiciennes, de nutritionnistes. Moi, je ne suis pas de ceux qui vont se dire que parce que c'est valable pour moi, c'est valable pour toi. Et donc, s'il n'y a aucun problème de carence, si la personne n'a pas particulièrement... Enfin, il n'y a aucune raison à ce moment-là de venir ajouter un petit déjeuner. Donc, c'est-à-dire, c'est à la fois vrai que quand on dîne tard, c'est de l'énergie qui va être métabolisée différemment que l'énergie qu'on va pouvoir prendre au moment du petit déjeuner qui va être consommé tout au long de la journée. Mais je dirais, globalement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et surtout, ça ne doit pas être un modèle qui est une obligation
pour chaque personne. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment en faveur d'une alimentation ultra personnalisée qui colle au rythme et aux appétits et au goût de la personne. Et donc, quand on écrit un livre, c'est compliqué parce qu'on a un propos qui est généraliste, mais en consultation, j'essaie de coller le plus possible aux histoires des personnes. Donc, à la fois, c'est pas complètement faux parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir plus d'apports en début de journée, aussi parce que les enzymes au niveau digestif, le soir, elles sont plus fatiguées. Donc, en fait, plus on mange tard, plus ça va fatiguer l'organisme. Et puis, à partir de 21h, le foie commence sa détoxification. Donc, théoriquement, c'est vrai. Et en même temps, il y a des gens qui vont très bien et qui font pas ça. Donc ça permet de rester dans une vraie souplesse, quoi. Oui et non. Quel petit déjeuner prendre selon vous ? Alors, il y a une proposition, effectivement, qui est de venir aller à l'encontre de ce qui est majoritairement fait dans les foyers français, c'est-à-dire de manger du pain, beurre, confiture et globalement, quasiment exclusivement des glucides au moment du petit déjeuner. La proposition, c'est de venir apporter du salé et des protéines et du gras au moment du petit déjeuner parce que en chrononutrition, les hormones et les neurotransmetteurs, enfin surtout tout ce qui va nous aider à métaboliser, les protéases, les enzymes notamment, sont plus efficaces le matin que le soir. Et donc du coup, avoir une alimentation à base de protéines comme injecter des œufs, du saumon fumé, des avocats, ça c'est plutôt du gras, mais en tous les cas, sortir d'un petit déjeuner 100% sucre dès le matin, c'est intéressant parce que physiologiquement c'est intéressant par rapport à la capacité naturelle du corps. Et puis ça va éviter aussi un petit rebond, un rappel de sucre au moment de 17h quand on commence à manger sucré dès le matin. Ça marche, c'est pas vrai chez tout le monde, mais il peut y avoir une sorte de rappel glycémique un peu en fin de journée à 17h. C'est ce que les gens peuvent ressentir comme une envie de sucre, une compulsion sucrée, etc. Donc c'est encore une fois, ça n'a pas de sens. On peut faire aussi une galette de sarrasin, on peut faire un porridge d'avoine. Ça aura sans sucre ou avec peu de sucre ou un petit peu de miel ou une purée d'oléagineux. Tout ça, c'est très bien, mais il faut encore une fois que ça marche pour vous par rapport à votre organisation. Voilà. En tous les cas, il y a aussi des gens qui sont, encore une fois, je vais pondérer parce qu'il y a des gens qui mangent des tartines avec du beurre et des confitures et qui vont très bien. Donc, ce n'est pas en soi problématique. Mais c'est sûr que strictement sur le papier, physiologiquement, ça semble plus intéressant d'aller vers un petit déjeuner protéiné avec des aliments salés plus que du sucre dès le petit déjeuner. Une autre question de lectrice. Pour les enfants, quel petit déjeuner et goûter leur proposer ? Alors le petit déjeuner, je pense que c'est un petit peu compliqué pour un enfant de basculer sur du salé. C'est à tester, notamment des œufs, ça peut être intéressant. Peut-être déjà le week-end. L'idée, je vais parler plutôt en négatif, c'est pourtant c'est pas franchement normalement idéal de faire ça, mais je dirais qu'il va falloir peut-être porter une vigilance à ce qui va apporter beaucoup de sucre, comme les viennoiseries, les brioches, le pain de mie, les céréales du petit déjeuner, tous ces aliments qui sont ultra plébiscités par les enfants, finalement vont être moins intéressants nutritionnellement qu'un pain complet, un pain au levain. Et après, je dirais, on y met ce qu'on veut dessus. Quelque part. Ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir un socle qui va être sain et qui va donner une énergie complète pour l'enfant, alors que effectivement une brioche ou une viennoiserie, du coup va avoir, alors c'est un peu un index glycémique qui fait que ça va être digéré assez rapidement par le corps et qu'en fait on va avoir faim à 11h, 11h30, alors que un pain complet, par exemple, riche en fibres, va avoir du sucre qui va se diffuser plus lentement dans le corps. Donc plutôt intéressant d'avoir une base solide. Alors pour les enfants, peut-être pas protéinés, mais on peut mettre un fromage blanc, par exemple. Comme ça, on a un petit peu de protéines, un petit peu de calcium. Ça fait un premier produit laitier.
Pour le 4 heures, pour moi, ça peut être un fruit avec un carré de chocolat et un petit bout de pain. Ça, pour moi, c'est assez chouette et en fonction des saisons, on peut varier. C'est tout à fait OK de prendre un produit laitier aussi à ce moment-là. C'est aussi OK de prendre un produit apparenté au produit laitier, mais ça ne l'est pas en réalité nutritionnelle, mais une boisson d'avoine ou quelque chose qui soit, du coup, si on parle d'écologie, plus léger en termes d'impact carbone. En réalité, pas trop de règles alimentaires et pas trop de produits ultra transformés et tout préparé, le petit goûter industriel, voilà, qu'on voit dans les rayons goûter, c'est moins intéressant que des produits bruts. Donc une pomme, une poignée d'amandes, du chocolat, plutôt du chocolat noir, du chocolat au lait, c'est pas grave, mais plutôt moins des produits transformés comme des barres au chocolat de marques très connues. Ça va être moins intéressant, beaucoup de sucre et puis finalement moins de nutriments au global. Comment se motiver pour aller au marché et cuisiner quand on manque d'énergie ou d'envie pour le faire ? Moi, ma question, ce serait de se dire pourquoi il faudrait se motiver. Si on n'a pas l'énergie ou le temps de le faire, c'est de se questionner sur est-ce que réellement on n'a pas le temps ou finalement on n'en a peut-être pas si envie. En fait, moi, je suis là pour juger personne. Les études montrent qu'on passe encore en 2023 plus de 4 heures sur son téléphone portable par jour. Je sais qu'il y a une tension très forte au niveau du temps, mais je pense que le rapport au temps et le rapport à Dieu, le rapport à qu'est-ce qu'on met dans le temps que Dieu nous offre chaque jour au début de journée, il est intéressant à se poser pour questionner vraiment si on n'a pas le temps ou si on préfère mettre autre chose et si cette autre chose qu'on préfère mettre est-il salutaire pour nous, est-ce qu'il nous fait grandir, est-ce que c'est bon. Après, il n'y a pas l'obligation d'aller, de consommer bio, d'aller au marché. Moi, j'ai le sentiment que aller au supermarché faire ses courses, c'est une source de stress, et pour moi, c'est le cas. Une source de stress, c'est pas un moment qui est agréable, on a des lampes dans la tête, des lumières, on a du bruit avec les promotions, c'est un environnement qui est assez agressif. À mes yeux. Du coup, c'est vrai que moi, je préfère être dehors, rencontrer un producteur et discuter avec lui. L'expérience que j'en fais est plus positive et c'est ce qui me motive. Ça ne vaut que pour moi et après, je pense qu'il faut se respecter et que si on y va à reculons, ça risque de pas être une expérience si positive. Donc, se faire confiance, peut-être, enfin, en tous les cas, se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, ça porte rarement des fruits. Et de même, quand on n'a pas forcément d'imagination pour composer des menus qui soient simples mais quand même savoureux, comment on peut faire ? Alors, j'ai pas envie de faire de la réclame, mais quand même, il y a ma petite cuisine Laudette aussi, parce que je pense que c'est important de pouvoir se fier et s'ancrer dans quelque chose. Il y a un des chapitres qui est dédié dans ma petite cuisine Laudette aussi à l'organisation en cuisine, et ce que j'explique, c'est que c'est intéressant de découper la semaine et de se dire il y a un soir où c'est quiche avec pâtes, pizza maison, un soir toujours il y aura quiche, un soir toujours il y aura œuf, et œuf ça peut être œuf cocotte, omelette, œuf à la coque, selon les semaines en fait, et d'essayer de comme ça découper la semaine en typologie. Et c'est vrai que pour moi, faire des menus m'aide fondamentalement à mieux manger, mais c'est très personnel. Sinon, je me retrouve le soir en se disant ok, j'ai acheté ça et ça, mais en fait j'avais pas d'idée de ce que je voulais faire et je suis pas meilleure qu'une autre et je suis un petit peu plus en difficulté. Et je vois que je finis par moins bien manger finalement. Donc moi, c'est vrai que j'organise ma semaine et j'ai un petit peu des rituels aussi qui me permettent de gagner du temps et de la charge mentale. Après, il existe aussi des petites applications, notamment une application qui s'appelle JOW, où on entre les ingrédients qu'on a. Il y en a plusieurs hein, d'ailleurs. Et en fait, ça nous donne des idées de menus rapides. Il y a aussi des paniers maintenant, mais c'est un budget. Bon, je vais pas citer de marque, mais qui sont livrés avec des petites fiches recettes. Voilà, chacun trouve là où il est le plus appelé, si c'est un livre, si c'est une application, si c'est un panier recette, avec tout ce qu'il faut pour cuisiner cette recette. Et après, se rappeler que un repas équilibré,
c'est un repas avec des couleurs. Donc, s'il y a des couleurs, ça veut dire qu'il y a des fruits et des légumes. S'il y a des couleurs, ça veut dire qu'il y a des antioxydants. Donc, on est déjà bien. Et puis, se faire confiance et peut-être aussi un petit peu se détendre pour pas être dans une alimentation millimétrée. Je pense que parfois, il est plus intéressant d'ouvrir, de manger des légumes surgelés et de prendre un vrai temps de détente avec ses enfants que de passer une soirée en cuisine et d'être super tendu et de passer à côté de ce que la vie nous propose aussi. Vous parliez d'enfants, mais c'est vrai qu'il y a des personnes évidemment qui vivent seules. Alors quand on mange seul, il n'y a pas cette dimension sociale et conviviale du repas. Comment est-ce qu'on peut faire pour quand même passer un bon moment de repas ? Moi, je me suis mariée à 38 ans. Ça a été une grande désolation et une grande épreuve pour moi d'avoir ces repas seuls. J'ai trouvé une réponse en m'engageant dans différentes associations. Je pense aux petites cantines. Je pense qu'il y a plein de choses. À Lyon, il y a les escales solidaires où on va cuisiner ensemble et on partage le repas. Donc ça peut être une partie de la réponse, mais globalement, on fait pas ça tous les jours. La deuxième ouverture, c'est d'avoir une pensée de gratitude, de se relier à toutes les personnes humaines qui ont contribué au fait que j'ai ce repas dans mon assiette. Donc les cultivateurs, ceux qui l'ont transformé, éventuellement la personne qui me l'a vendu. Se sentir partie d'une chaîne humaine et aussi avoir cette pensée de gratitude par rapport au fait d'avoir cette nourriture dans son assiette. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose aussi, donc au-delà de ce côté-là, cette gratitude, ce bénédicité, on peut également effectivement avoir cette prière avant le repas pour célébrer cette nourriture qui va donner de la force au corps. Et après, je pense qu'il y a aussi de la résilience et d'être doux avec soi, de se dire j'accepte ce moment et pourtant c'est pas évident et on peut prier pour je trouve que c'est une dimension qui va être plus de l'ordre de l'intime et pas tant du repas, mais en tous les cas j'appelle les personnes à avoir beaucoup de douceur pour eux, à essayer de s'ouvrir vers l'extérieur et puis d'essayer de se mettre en conscience du plaisir sensoriel et visuel que porte et gustatif, bien sûr, que porte l'alimentation et le repas. Une lectrice demandait aussi quels fruits et légumes acheter bio en priorité quand on n'a pas un budget illimité. Alors déjà, bravo, parce que moi, je considère que les fruits et les légumes sont probablement les premiers aliments à acheter bio par rapport à une huile bio ou des choses comme ça. Plus intéressant de commencer sur les fruits et les légumes et sur les céréales. La deuxième catégorie, c'est ça. À la marge, on a la génération pesticides qui donne des indications de quels légumes sont le plus traités. Je pense à la pomme en priorité parce que c'est très connu. Il y a beaucoup de traitements phytosanitaires sur les pommes qui sont en conventionnel, produites en conventionnel. Globalement, tous les fruits qui ont une grosse enveloppe qui n'est pas consommée, comme le melon, la banane, l'avocat, quoique l'avocat, il y a d'autres questionnements. Mais ceux-là vont être moins sensibles qu'un fruit dont on va consommer l'entièreté comme une fraise. Donc ça, on peut garder ça, par exemple, quand c'est consommé avec la peau, c'est nécessairement plus sensible. Donc privilégier ceux-là pour ce qui est des fruits. Et sinon aussi... renseignez-vous parce que parfois c'est pas étiqueté bio, mais il y a parfois des agriculteurs en conversion ou des agriculteurs qui n'ont pas envie de se faire labelliser, mais en fait qui produisent très bien et qui ont la main très très légère sur les intrants phytosanitaires. Donc discutez avec vos producteurs et puis faites-vous confiance aussi sur le entre guillemets le bon sens avec cette histoire de quand il y a une enveloppe ou quand il n'y a pas une enveloppe. Selon vous, qu'est-ce qui marche vraiment pour perdre du poids durablement ? On parle beaucoup de jeûne intermittent, de petits déjeuners salés, de chrononutrition. Alors qu'est-ce qui marche vraiment et où on reprend pas après ? Rien. Ou alors un régime qu'on fait toute la vie. Parce que comprenez bien que si on perd du poids quand on enlève certaines choses, au moment où on va les réintégrer, mécaniquement, on va reprendre du poids. Et sauf que le corps, il va avoir enregistré que la dernière fois, on l'avait mis un peu en carence et il aura tendance à avoir une résistance à l'amincissement. Il y a plein de questions qui se posent autour de la perte de poids. C'est pourquoi vouloir perdre du poids ? Qu'est-ce qui est le besoin sous-jacent ?
Est-ce que c'est un manque d'amour pour soi? Est-ce que quel fantasme on porte en lien avec cette perte de poids? Parfois, elle est bien légitime et parfois, elle est nécessaire pour la santé. Donc, il faut bien sûr faire le distinguo. Je dirais globalement, pas de méthode miracle. Qu'est-ce qui se cache comme motivation derrière l'envie de perdre du poids? Est-ce que c'est parce qu'on estime qu'on aura plus de succès avec les hommes? Est-ce qu'on estime qu'on pourra faire plein de choses? Moi, je pense qu'on peut déjà, ici et maintenant, toujours s'aimer, vivre pleinement une vie intense en offrant au monde notre beauté et nos talents. Et donc, du coup, souvent, c'est un alibi, le fait de perdre du poids, pour venir traiter des sujets qui sont plus profonds. Donc, intéressant de se questionner en tous les cas sur cette idée de pourquoi ai-je envie de perdre du poids. Et quand c'est tout à fait légitime et proposé par le monde médical, faites-vous accompagner par des professionnels bienveillants, bien formés, qui vont aussi vous aider à réapprendre à manger en intégrant vos émotions, en intégrant votre principe de réalité et sans vous imposer des règles alimentaires trop strictes, parce que là, warning, parce que sinon c'est régime à vie, parce que en fait vous allez le faire un temps et personne n'arrive à tenir des règles alimentaires strictes et un bien-être mental, parce qu'en fait il y en a qui arrivent à le maintenir, mais c'est souvent des troubles des conduites alimentaires. Et donc voilà, 90% des troubles des conduites alimentaires commencent par un régime. Donc c'est pour ça que je invite à prendre le temps de se questionner sur qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie de perdre du poids. Comment on peut se débarrasser de l'alimentation de consolation, par exemple ces carrés de chocolat qu'on prend quand on n'a pas le moral? Comment est-ce qu'on peut se réconforter autrement peut-être? Il ne faut pas s'en débarrasser. Le problème qui est ici mentionné, se débarrasser de l'alimentation de consolation, c'est être potentiellement maltraitant avec soi-même. Le problème n'est pas de manger un carré de chocolat quand on est triste. Ça, c'est normal. Le problème, c'est de considérer que c'est un problème de le faire. Je ne m'autorise pas à manger quand je suis triste. Pourquoi ? En fait, ça dévisse, ça déraille, et ça devient des compulsions alimentaires et ça prend des proportions démesurées si on ne s'autorise pas. Si on s'autorise et si on est très apaisé avec l'idée de se dire oh, dure journée, je vais prendre un petit carré de chocolat, ça va globalement bien se passer. Donc le problème n'est pas de manger quand on a un petit coup de mou ou un petit coup dur. Non, ça c'est humain et c'est ok. C'est de penser que c'est un problème de le faire. Ça veut dire qu'on cherche à contrôler son alimentation. Et là encore, ça peut nous conduire à des nœuds, des prises de tête qui vont prendre toujours plus de place. Donc ne restez pas seul en tous les cas, parlons-en de ces envies de manger émotionnelles parce que elles sont normales en réalité. Oui, mais quand il s'agit de grignotage ou par exemple on va manger une plaquette de chocolat entière et puis plein de gâteaux aussi, bon là c'est pas juste un petit carré quoi, donc faut peut-être quand même se préoccuper de la chose. Oui et non. En général, quelqu'un qui a une relation apaisée avec l'alimentation, bien sûr, peut manger bien plus qu'un carré, mais elle ne va probablement plus avoir faim. Si elle ne porte aucun jugement négatif sur ce qui vient de se passer, elle n'aura pas faim au repas qui suit. Et comme elle n'a pas de dogme sur l'alimentation, elle va pas manger, par exemple. Et ça, c'est de l'alimentation intuitive, et ça, c'est ok. Si on commence à rentrer de se dire alors attends, j'ai mangé ça trop aux 4 heures et en même temps là il faut que je remange. Donc en fait, non mais ça va me faire grossir, moi je veux pas grossir. En fait, là si vous en êtes là, vous êtes pas au bon endroit. Mais alors là, je le dis avec énormément de bienveillance parce qu'on est très nombreuses à être coincées là. Donc normalement, c'est un peu même enfermant. La plupart du temps, c'est pas tous les jours qu'on a envie, qu'on s'envoie une tablette, quoi. Si c'est tous les jours, c'est probablement que l'alimentation joue un rôle est le réceptacle d'un évitement émotionnel. Donc oui, en thérapie, on va dire oui à ces envies de manger émotionnelles sur le moment, s'autoriser pleinement, et en général, on a besoin d'en manger moins si on s'autorise pleinement. Et on va bien sûr travailler à vivre les émotions dans la vraie vie, les accueillir, les traverser, si c'est de la tristesse, si c'est de la colère, les exprimer sans agresser l'autre. On va travailler finalement pour faire autrement, pour qu'on ait moins besoin de l'alimentation. Mais ça prend un petit peu plus de temps. Donc on va faire un petit peu les deux. Oui, on va s'autoriser en conscience, on va le faire et on va essayer de se satisfaire les papilles.
et donc de manger différemment que de manger un peu dans la honte et en disant vite je mange et je suis vraiment pas bien. Et en plus on va travailler pour éviter de n'avoir que le fait de manger pour s'apaiser. Quand on est un peu accro au sucre, comment en manger moins tout en gardant une dimension de plaisir dans la nourriture? Par exemple, je donne un peu mon témoignage personnel. J'avais pas mal de kilos suite à une grossesse à perdre, donc j'ai beaucoup diminué le sucre. Donc le matin, je mangeais plutôt du guacamole au lieu de la confiture. J'ai tendance un peu à grignoter, donc je mangeais des biscuits salés au lieu de grignoter des biscuits sucrés. Effectivement, j'ai perdu 10 kilos. Mais bon, au bout d'un moment, j'en ai eu assez, puis je me suis remis à manger du sucre. Donc résultat, j'ai repris tous ces kilos. Donc du coup, comment faire ? Bienvenue dans le monde des humains. C'est vrai que c'est une sacrée difficulté en réalité, l'émotion et notamment l'alimentation, les émotions, la perception qu'on a de notre propre corps. Accro au sucre, alors il n'y a pas de phénomène à proprement parler de dépendance. En revanche, moi je le vois directement chez mon petit garçon qui a 5 mois. Je l'allaite. Le lait maternel, il est déjà sucré. Spontanément, le corps et la physiologie est attiré vers le sucre. Donc il y a un moment, vous êtes chaque personne qui ressent cette attraction vers le sucre est vraiment comme la plupart des autres humains en réalité. C'est vrai que le sucre, c'est un peu le sucre au sens du sucre blanc, le sucre de betterave, quoi. C'est une calorie vide, ça n'apporte que de l'énergie brute. C'est pas très intéressant nutritionnellement, c'est vrai. Et en même temps, manger, on l'a vu tout à l'heure, porte des dimensions sociales, de commensalité, porte de la culture, porte du rassemblement et aussi là pour nous faire plaisir. Donc c'est vrai qu'on est dans une relation très ambivalente avec le sucre. Je t'aime moi non plus, j'arrête complètement et puis après quand on y revient c'est difficile d'en manger avec modération. Encore une fois, je pense que l'idée ça va être en lien avec la connaissance de soi. Se dire je ne suis pas qu'une personne gourmande qui aime le sucre. Je suis une personne gourmande qui aime le sucre et j'ai envie d'honorer cette partie-là de moi. Et j'ai aussi une autre partie de moi qui a envie de prendre soin de son bien-être, de sa santé et de son apparence physique. Et c'est légitime aussi. Et se dire, je ne vais pas toujours répondre et nourrir à cette part qui a envie de manger du sucre. Parfois, je peux aussi, avec ma raison, pour le coup, pour les personnes qui n'ont pas de troubles des conduites alimentaires, je peux me dire, je choisis en conscience que là, je nourris et je prends soin de cette part qui a envie de prendre attention. Et donc là, c'est un petit peu se contrarier. C'est-à-dire que moi, c'est pas l'interdiction, parce que l'interdiction va renforcer l'envie. Donc vraiment, c'est une ligne de crête. Et s'il y a des difficultés, c'est sans doute alors peut-être qu'il y a un petit sujet de déshabituer à manger trop de sucre. Un petit peu, il peut y avoir ça. Mais peut-être aussi qu'il y a qu'il y a quelque chose autour de la connaissance de soi, de l'appréciation. Et puis aussi, je voudrais dire ici que on ne choisit pas son poids. Et peut-être que une grossesse, une modification hormonale, et même tout simplement, peut-être que nous sommes venus au monde avec un poids avec un poids de forme, avec une morphologie qui est plus ronde que ce qu'on aimerait. Et vigilance ici, on ne choisit pas son poids et j'appelle beaucoup de douceur parce que ça peut être vraiment très douloureux, mais en même temps une vie où on ne mange pas ce qu'on a envie de manger en essayant de grappiller 2-3 kilos, ça va pas fondamentalement malheureusement changer vraiment son apparence physique, par contre ça va nous gâcher sacrément la vie. Donc il y a aussi cette réalité que au même titre qu'on n'est pas tous les cheveux frisés ou les cheveux lisses, et on n'est pas tous avec le même métabolisme et donc on n'aura pas tous le même poids. Une lectrice demande aussi qu'est-ce que vous pensez de l'alimentation proposée par Hildegard de Bingen donc au XIIe siècle, qui est une approche intéressante, mais c'est vrai qu'est-ce que c'est pas une approche incomplète dans la mesure où il y a quand même eu des avancées scientifiques en matière d'alimentation entre-temps? Alors, merci beaucoup pour cette question. Saint Hildegard de Bingen est un docteur de l'Église qui a vécu au XIIe siècle. Ses enseignements sont lumineux dans ce qu'elle apporte de l'unité de la personne, dans ses dimensions physiques, affectives, psychiques, spirituelles. Enfin, c'est vraiment extrêmement brillant. Et en même temps, elle n'a très peu voyagé, elle n'a vécu qu'à un endroit. Elle avait vraiment ce don de sentir la chaleur des aliments. Mais ses enseignements sont effectivement incomplets puisqu'elle l'a vécu à une époque qui n'est pas la nôtre et avec une
un accès à des aliments qui étaient ceux de sa région, de son pays. Et donc, là où elle va du coup starifier l'épeautre, notamment le fenouil, le clou de girofle, enfin voilà, là, les aliments comme ça un petit peu stars, c'est vrai. Et en même temps, aujourd'hui, on connaît d'autres aliments qui portent aussi plein de vertus. Je pense au sarrasin. En fait, elle a sans doute pas connu le sarrasin, donc elle peut pas nous dire avec son talent si c'est bien ou pas. Moi, je peux le dire sans son talent, sans son don, mais je peux le dire avec ma connaissance de cette plante. Donc, c'est-à-dire que probablement que la plupart de ce qu'elle a enseigné est juste, mais je confirme que c'est fondamentalement incomplet, pas parce qu'elle n'avait pas le charisme qu'on lui reconnaît bien, mais parce qu'elle a vécu à une époque qui est la sienne. Par exemple, elle parle des fraises, elle parle des pêches, des poireaux. Pour moi, il n'y a aucun sujet, ce ne sont pas des aliments poisons qui vous rendront malade. Ça engage ma parole, évidemment. Chacun reste totalement libre de suivre son enseignement. Moi, je dis que, comme vous avez vu, j'essaie d'être très peu dogmatique et du coup, je n'ai pas de fondement scientifique qui m'inviterait aujourd'hui à ne pas recommander ces aliments-là. Quel lien vous voyez entre nutrition et santé mentale ? Alors, je vais essayer d'être rapide. En fait, il y a certaines pathologies de santé mentale qui sont en lien avec la nutrition. Je pense notamment à l'anorexie mentale, qui est du coup une maladie mentale qui se traduit dans le fait de réduire à l'excès les apports alimentaires. Alors, il y a plein de formes différentes, mais pour le dire vite. Donc là, c'est un lien très fort. C'est une maladie qui est fusionnée. C'est une maladie mentale qui se vit dans l'assiette exclusivement. Même si on a des formes de sport addictives aussi dans l'anorexie mentale. À l'inverse, il y a des troubles de santé mentale, comme la schizophrénie, la bipolarité, qui vont induire des comportements alimentaires modifiés, notamment la bipolarité. Eh bien, on voit bien qu'on a des alternances des phases maniaques. Et bien, dans ces phases maniaques, on peut avoir des hyperphagies alimentaires. Donc, en fait, et il y a un autre exemple, c'est les troubles du spectre autistique vont faire que les personnes peuvent avoir de très nombreuses sélectivités alimentaires, des formes de TOC, de troubles obsessionnels compulsifs en lien avec l'alimentation. Donc en réalité, c'est extrêmement lié, dans un sens comme dans l'autre, mais la plupart des personnes ne sont pas atteintes de troubles des conduites alimentaires, mais il faut déjà s'inquiéter quand on a des nœuds, de l'inconfort, du mal-être, ou alors des pensées persistantes en lien avec l'alimentation, ça laisse augurer qu'il y a un nœud à venir dénouer avec douceur parce que l'alimentation doit rester un sujet physiologique de donner de la nourriture et de l'énergie à son corps et un sujet de plaisir et de partage. Si on n'est pas là, ça peut être très rapide, mais de bien se remettre sur des bonnes rails pour vivre plus pleinement. Vous le disiez, vous accompagnez des personnes qui souffrent de troubles des conduites alimentaires, TCA, par exemple de la boulimie ou de l'anorexie mentale. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être le témoignage d'une femme que vous avez accompagnée à ce sujet ? Oui, alors je pense à une patiente qui a 25 ans et qui est venue me consulter pour l'anorexie boulimique, enfin pour de la boulimie, pardon. Enfin, en tout cas, il y a une alternance de phases, en fait. C'est vraiment les mêmes pièces, enfin les mêmes, deux faces d'une même pièce, en réalité, l'anorexie et la boulimie. La boulimie, c'est des crises de compulsion alimentaire qui sont compensées par des vomissements ou des lavements pour ne pas perdre de poids. Donc, on voit bien que la focale, elle est sur le poids. Le travail qu'on a fait, en fait, les crises alimentaires, les compulsions, les crises boulimiques, elles sont la phase immergée d'un iceberg plus profond. Fondamentalement, la plupart du temps, et je vais être très synthétique et donc je vais faire plein de raccourcis. Souvent, ce qu'on va retrouver, c'est une sorte de souffrance psychique en lien avec une faible estime de soi, en lien avec un vide existentiel qui va être mal apprivoisé par la personne, souvent à l'âge de l'adolescence, qui va chercher à anesthésier ce mal-être par le plaisir procuré par l'alimentation. Tout en étant dans cette difficulté de se dire j'ai envie de manger pour ne plus ressentir ce mal-être qui me ronge, je veux anesthésier ce qui me fait mal, je ne veux pas le vivre, je ne veux pas le traverser, je ne sais pas le traverser autrement qu'en mangeant, et en même temps je ne veux pas grossir, donc je me fais vomir. Et c'est vraiment des cercles vicieux qui sont excessivement douloureux. Et en fait, en travaillant sur les
conséquences dans la vie de cette personne et en travaillant sur les vraies raisons de son mal-être et en apprenant à s'aimer et à remettre sur le devant les valeurs profondes. Enfin, c'est un travail qui prend un petit peu de temps, surtout quand le trouble est installé depuis longtemps. Mais on arrive vraiment à diminuer d'abord la fréquence des crises et enfin toutes les crises et à remettre des personnes face à une alimentation intuitive où en fait elles refont confiance à leur corps, elles arrêtent de se peser, elles mangent avec plaisir, elles s'autorisent pendant les repas et donc il y a plus les compulsions alimentaires disparaissent et les phénomènes de compensation par le vomissement notamment s'intéressent. C'est un travail qui peut prendre du temps et plus il est pris tôt, meilleurs sont les résultats. Est-ce que la foi influence votre métier ? Alors oui, je le pense. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de patientes qui m'entendent dans des médias ou dans des stages qui ont la foi. Et moi, je les accueille dans toutes leurs dimensions. J'essaye d'être vraiment un lieu, d'avoir une approche profondément humaniste et positive. Et je trouve qu'en tant que thérapeute, on touche la pointe de l'âme et on nous confie des épisodes qui sont très douloureux en lien avec le comportement alimentaire, qui sont honteux du point de vue de la société. Et donc, j'accorde une importance très importante à cette alliance thérapeutique et à poser le fait que c'est ok, il n'y a pas de jugement, à regarder les gens mes patientes avec beaucoup d'amour et d'humanité, en se disant que moi aussi je suis une personne souffrante et en fait on est ensemble et voilà. Donc et c'est la foi m'aide à porter ce regard bon sur cette personne humaine. Enfin voilà, j'ai des personnes qui souffrent réellement et du coup je les confie au Seigneur. Pour finir, des questions courtes, réponses courtes. Complétez cette phrase. La personne humaine est... La personne humaine est un mystère. Elle est à chaque fois unique. Et elle est aussi un individu appelé à réconcilier en elle les dimensions de sa tête, de son âme, de son cœur et de son corps. Un plat que vous aimez ? Les galettes de sarrasin complètes. Une femme qui vous inspire ? J'imagine que je suis pas la première au micro de ce podcast, Christiane Singer, pour le regard qu'elle porte sur l'âme humaine et ses enseignements décapants. Un moment qui vous ressource ? Un moment dans la nature, ça peut être une balade au parc de la Tête d'Or en famille ou un câlin avec mon petit bébé. Que direz-vous à Dieu quand vous le verrez ? Ce n'est pas de moi, mais c'est vraiment ce qui m'est venu. Merci pour les roses, merci pour les épines. C'est Jean d'Ormesson qui l'a dit. Et merci Seigneur d'avoir été un jardinier qui m'a aidé dans toutes les situations de ma vie et à prendre soin de mon jardin et de ne m'avoir jamais abandonnée. Merci beaucoup Anne et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Nous espérons que cette conversation vous a plu. Nous vous donnons rendez-vous dans le numéro de février 2024, comme nous l'évoquions au début de ce podcast. Le lien est dans la présentation du podcast. Et à bientôt pour un nouvel épisode.